À la fin des années 2000, la marine américaine faisait face à un problème ignoré depuis des années. Son arme principale pour détruire les navires de guerre ennemis était le missile Harpoon, un système entré en service en 1977. Le Harpoon pouvait atteindre environ 70 milles nautiques. Face aux défenses aériennes déployées par les marines modernes, cette portée signifiait que votre plateforme de lancement devait s'approcher dangereusement avant même de pouvoir tirer. La situation s'était aggravée par négligence. Après la guerre froide, la marine a retiré la version anti-navire du Tomahawk. La capacité de frappe maritime à longue portée, soit localiser et couler des navires ennemis à distance, a diminué discrètement alors que la marine privilégiait l'attaque terrestre et la projection de puissance à terre. Puis, l'environnement stratégique a changé. La Chine a massivement investi dans ce que les planificateurs appellent des capacités de déni d'accès et d'interdiction de zone. Des rapports de 2009 ont présenté le DF-21D, un missile balistique menaçant les porte-avions à des distances bien supérieures à ce que la marine pouvait contrer avec un Harpoon. Les groupes de porte-avions américains risquaient d'être dépassés en portée dans le type de combat qu'imposait le Pacifique. La marine avait besoin rapidement d'un nouveau missile anti-navire. Rapidement, la marine a pris une mesure inhabituelle en sollicitant la DARPA, agence de recherche du Pentagone, pour créer une arme opérationnelle. Le résultat fut le missile anti-navire à longue portée, ou l'ARASIM, un missile de croisière furtif et autonome qui a depuis été qualifié d'arme ultime contre les navires. Cette appellation suscite des questions à approfondir. Pourquoi la DARPA a-t-elle dirigé un programme normalement géré par le processus d'acquisition de la marine ? Pourquoi les ingénieurs ont-ils choisi la furtivité subsonique et un système de ciblage embarqué plutôt que la vitesse brute ? Et comment l'ARASIM est-il passé de l'obtention d'un contrat à la capacité de frapper des navires en seulement quelques années ? Alerte et virage stratégique de la DARPA. Dans les années 1990, la marine américaine s'est surtout concentrée sur la terre. La guerre du Golfe et les interventions qui ont suivi ont favorisé les frappes de précision à terre. Les groupes aériens embarqués ont bombardé l'Irak, la Serbie et l'Afghanistan. La flotte se concentrait sur la projection de puissance vers l'intérieur des terres et le financement suivait cette priorité. Le combat entre navires est passé au second plan. La marine n'avait pas mené d'engagement sérieux en surface depuis 1988 lorsqu'elle s'était affrontée aux forces iraniennes dans le golfe Persique. Le développement des missiles anti-navires a ralenti et les connaissances sur la frappe maritime ont diminué. Le Harpoon est demeuré en service alors que d'autres investissaient dans des armes plus récentes et longue portée. À la fin des années 2000, les conséquences devenaient difficiles à ignorer. Les missiles balistiques anti-navires et de croisière chinois menaçaient les navires de combat américains, dépassant la portée du Harpoon. Les jeux de guerre axés sur le Pacifique donnèrent sans cesse les mêmes résultats plutôt inconfortables. Les navires américains avaient du mal à se rapprocher à portée de frappe sans encaisser de coups en premier. La marine avait besoin de nouveautés, mais l'acquisition classique était trop lente. Mettre en place une filière de développement pouvait prendre une décennie ou davantage, et les planificateurs pensaient à manquer de temps. En mars 2008, la marine a exceptionnellement sollicité la DARPA, et ce choix était intentionnel. L'agence existait pour aller vite, prendre des risques techniques et passer outre les couches bureaucratiques qui ralentissaient les programmes conventionnels. Confier la direction à la DARPA montrait que la rapidité primait sur la procédure d'acquisition classique. Elle a lancé un appel d'offres large et reçu 9 propositions de toute l'industrie de la défense. Lockheed Martin a remporté l'un des principaux contrats. Le programme reposait sur le prototypage rapide, permettant de développer plusieurs concepts en parallèle pour tester diverses approches avant de s'engager. 2 concepts de missiles distincts ont émergé sous la bannière l'ARASIM. L'ARASIM A était un modèle subsonique furtif dérivé de la cellule d'un missile de croisière existant. Il favorisait une signature radar réduite et un ciblage autonome pour survivre aux défenses modernes. L'ARASIM B a adopté l'approche opposée, misant sur une vitesse supersonique pour prendre de vitesse les réactions défensives plutôt que de leur échapper par la furtivité. C'était ambitieux et risqué. Développer les 2 concepts en parallèle faisait partie de la stratégie de la DARPA. Chacun représentait un pari différent sur ce qui compterait le plus dans un futur combat anti-navire, la furtivité et l'intelligence ou la vitesse brute. Eh bien, la réponse est arrivée en janvier 2012. La DARPA a annulé le LRASMB. Le concept supersonique était simplement devenu trop coûteux et trop complexe pour respecter le calendrier accéléré. Ces difficultés techniques risquaient de rallonger le développement de plusieurs années, contredisant l'objectif initial d'utiliser la DARPA. L'annulation a recentré tout le programme autour de l'LRASIM A. À partir de ce moment, chaque dollar et chaque heure d'ingénierie ont été consacrés à la variante subsonique furtive. Leur pari était scellé. Le missile survivrait en étant difficile à détecter et suffisamment intelligent pour trouver la bonne cible par lui-même, plutôt qu'en échappant aux défenses par sa vitesse. Cette décision a tout déterminé par la suite.
Cela a déterminé la cellule, les capteurs, la philosophie de guidage et l'usage de l'arme au combat. Restait à prouver que le concept fonctionnait. Qu'est-ce qui distingue l'Arasim ? La cellule de l'Arasim s'est fondée sur quelque chose d'existant. Lockheed Martin l'a construite à partir de l'AGM-158B Jasimer, un missile de croisière furtif lancé depuis les airs, initialement conçu pour des attaques terrestres. Le Jasimer a offert aux ingénieurs une forme furtive éprouvée, un système de propulsion fiable et un corps capable de transporter une ogive importante sur de longues distances. Le travail consistait à adapter tout cela à une mission fondamentalement différente, localiser et détruire un navire en mer. Les modifications ont été importantes. Les ingénieurs ont ajouté de nouveaux capteurs, un logiciel de guidage et des capacités de guidage terminal. L'ogive est une WDU-42B de 450 kg, une arme pénétrante à effet de souffle et de fragmentation, un nom à rallonge conçu pour percer la coque d'un navire avant d'exploser à l'intérieur. Un turboréacteur à double flux Williams F-107 assure la propulsion à environ Mach 0,8 maintenant le missile à vitesse subsonique pendant tout son vol. La vitesse subsonique était un choix délibéré ici, et cela reflétait le défi principal que le missile devait relever. L'océan ouvert est un environnement trompeur, les cibles bougent. Un navire peut se trouver à des kilomètres de sa position d'il y a 30 minutes quand le missile arrive. Les navires de guerre ennemis opèrent en groupe parmi le trafic commercial, brouillant les radars et émettant de faux signaux pour tromper les armes. Tout missile qui dépend de mise à jour continue depuis sa plateforme de lancement est vulnérable à la coupure de ce lien. L'Arasim a été conçu pour gérer la phase finale d'un engagement avec une aide extérieure minimale, et cette capacité repose sur deux piliers. Le premier est la faible détectabilité. L'Arasim a hérité de la forme et des matériaux furtifs du Jasimer, ce qui réduit sa signature face aux capteurs ennemis. Le missile peut également suivre des profils de vol flexibles en croisière à haute altitude pour économiser du carburant pendant la phase de transit, puis en descendant à une altitude extrêmement basse à l'approche de la zone cible. Le vol au ras de l'eau exploite les limites du radar à proximité de la surface. L'effet pratique est que les navires visés et leurs escorteurs détectent le missile plus tard, ce qui réduit le temps disponible pour le suivre, le verrouiller et l'abattre. Le deuxième pilier est le ciblage autonome. L'Arasim ne fait pas que voler à des coordonnées et exploser. Il rejoint une zone de recherche en utilisant la navigation inertielle et le GPS durci par le MACODE militaire pour résister au brouillage. En cas de défaillance du GPS, le système inertiel guide toujours le missile. À l'approche de la cible, les capteurs embarqués prennent le relais. Un récepteur passif de radiofréquence et de mesure de soutien électronique, conçu par BAE Systems, intercepte les émissions électromagnétiques des navires, dont leur transmission radar et communication. Ce capteur détecte et localise les navires émetteurs sans émettre de signal, permettant au missile de rester furtif en approche. Un autodirecteur à imagerie infrarouge est souvent cité pour fournir l'identification finale, donnant au missile une image visuelle de la cible juste avant l'impact. Ces capteurs envoient des données à des algorithmes embarqués pour classifier et prioriser. Si le missile croise un groupe de navires, il peut trier et choisir la cible de plus grande valeur selon des critères préchargés. Il peut également se coordonner avec d'autres LoRaSIMs dans une salve afin d'éviter de frapper deux fois le même navire, répartissant ainsi les armes sur plusieurs cibles. Le missile doit encore recevoir des indications de sources externes pour atteindre la bonne zone de l'océan. Des satellites, des avions ou d'autres moyens de renseignement fournissent à l'Arasim les premières données de ciblage qui lui indiquent approximativement où chercher. L'autonomie gère ensuite la phase la plus complexe. En entrant dans une zone contestée pleine de brouillage et de leurres, il doit distinguer les vrais navires de guerre des écoparasites et des faux contacts, choisir la bonne cible et s'y diriger jusqu'à l'impact. Cette combinaison définit la valeur opérationnelle de l'Arasim. Une détectabilité radar réduite signifie que le missile peut survivre plus longtemps dans un espace aérien défendu. Le ciblage embarqué lui permettait de remplir sa mission, même sans communication avec l'avion de lancement. Ils ont créé ensemble une arme imposant moins de contraintes à la chaîne capteur-tireur, reliant capteur et tireur. C'est la résilience que les planificateurs voulaient pour affronter un adversaire naval sophistiqué. Prouver que cela fonctionne. Concevoir un missile autonome était une chose, mais prouver ses capacités en vol en était une autre. Le programme d'essai a vite avancé, chaque étape augmentant les enjeux. En juillet 2012, les tests des capteurs ont débuté. Un avion d'essai a transporté l'Arasim-C en vol captif, maintenant le missile attaché pendant que ses capteurs passifs et systèmes d'imagerie scannaient à l'océan en dessous. L'objectif était de prouver que les capteurs détectaient et localisaient des navires à des altitudes et distances réalistes. Ces vols ont validé le matériel avant tout lancement en vol libre.
En mars 2013, la DARPA a confié à Lockheed Martin un contrat pour lancer des essais en vol intégrant les concepts de lancement aérien et de surface. Le programme s'accélérait sur 2 axes simultanément. En juin 2013, les ingénieurs ont effectué des tests d'éjection par poussée sur un système de lancement vertical Mark 41 basé à terre, en tirant un corps d'essai hors du conteneur, pour prouver que les dimensions du missile et la configuration de son propulseur étaient physiquement compatibles avec le lanceur naval standard embarqué. Ensuite était venu le vol le plus important. Le 27 août 2013, un bombardier B-1B décollant du champ d'essai de Pointe-Mugu au large de la côte californienne a largué un LRAS au-dessus du Pacifique. Le missile a suivi ses points de passage prévus pendant la phase de transit, puis est passé en guidage autonome en entrant dans la zone de cible. Plusieurs navires sont étaient présents dans la zone de recherche. Les capteurs embarqués du LRASM ont détecté le groupe, classé chaque contact et sélectionné la bonne cible, un navire désaffecté de 260 pieds fonctionnant sans équipage. Le missile a frappé la cible. Ce seul essai a démontré toute la séquence autour de laquelle le programme avait été conçu. L'arme a visé une zone, choisi sa cible parmi plusieurs et l'a atteinte sans guidage humain dans la phase finale. L'élan s'est maintenu tout au long de l'automne. En novembre 2013, un deuxième essai aérien a réussi un nouvel impact direct sur une cible maritime mobile, confirmant la reproductibilité du résultat. Pendant ce temps, le lancement depuis la surface progressait aussi. En septembre 2013, un véhicule d'essai propulsé a été lancé avec succès depuis une installation terrestre de lancement vertical Mark 41. En janvier 2014, les ingénieurs avaient connecté l'ARASIM au système de contrôle d'armes Tomahawk. Le système à bord d'une installation d'essai a montré que le missile pouvait s'intégrer à l'électronique de lancement existante des navires avec des modifications minimales. Le troisième grand essai de lancement aérien a eu lieu en février 2015. Ce vol a ajouté une difficulté supplémentaire. Le missile a survolé l'eau à basse altitude avant de rencontrer un obstacle prévu sur sa trajectoire. L'ARASIM a effectué un changement de route autonome, ajustant sa trajectoire de vol pour éviter le danger avant de reprendre son approche et de frapper la cible. Chaque test ajoutait une nouvelle exigence à la précédente. Prouver d'abord le bon fonctionnement des capteurs, puis la capacité du missile à voler, repérer et frapper un navire, et enfin à s'adapter face à un imprévu sur sa trajectoire. Début 2015, l'ARASIM avait réussi toutes les vérifications exigées par le programme, et il l'avait fait selon un calendrier agressif qui correspondait à la promesse initiale de rapidité de la DARPA. L'arme traquait avec précision à distance dans des conditions destinées à tester ses capacités autonomes, justifiant son existence. Le combat en coulisses. Les tests ont fourni au Pentagone l'élément nécessaire pour agir. En février 2014, le département de la Défense a autorisé la production limitée de l'ARASIM comme capacité opérationnelle urgente. Cette désignation signifiait que l'arme contournerait certaines étapes du processus d'acquisition habituel et serait déployée comme solution provisoire, comblant ainsi le vide en matière d'armes anti-navires. Pendant qu'une solution à plus long terme était développée, cette décision impliquait spécifiquement que Lockheed Martin resterait le seul fabricant, sans concurrence ouverte pour la première série de production. La rapidité était la justification. La marine avait passé des années à voir ses capacités anti-navires s'éroder. Les responsables affirmaient que rouvrir le programme à la concurrence ferait perdre un temps qu'ils ne pouvaient en train se permettre. Toutefois, tout le monde n'était pas d'accord. En mars 2014, Raytheon et Kongsberg ont déposé un recours formel auprès du Bureau de la responsabilité gouvernementale. Les deux entreprises s'étaient associées pour le missile Naval Strike, un système norvégien éprouvé déjà en service dans les marines alliées. Ils ont affirmé que le Pentagone devait organiser une compétition et que leur variante du Joint Strike Missile pouvait répondre aux critères. Pour eux, l'exclusion de concurrents qualifiés violait la loi fédérale sur les marchés publics. La protestation mettait en péril tout le calendrier. Un examen prolongé du GAO pouvait geler l'activité du contrat pendant des mois. Si le bureau statuait en faveur de Raytheon et Kongsberg, le Pentagone pourrait être contraint de restructurer le programme autour d'un processus compétitif. Cette restructuration repousserait les premières livraisons encore plus loin dans le futur, potentiellement de plusieurs années. Pour une arme désignée comme urgente, le retard était précisément le résultat que la marine avait tout fait pour éviter avec l'ensemble de l'effort de la DARPA. Le GAO a rendu sa décision en juin 2014 rejetant la protestation. Il a estimé qu'exiger une nouvelle compétition entraînerait un risque de calendrier inacceptable et dupliquerait le travail déjà fait. L'ARASIM avait volé, il avait touché des cibles et démontré ses capacités autonomes principales. Recommencer avec une évaluation parallèle ne servirait pas l'urgence déclarée. Les obstacles juridiques levés, le programme s'est accéléré et la DARPA a confié à Lockheed Martin un contrat de 200 millions de dollars pour accélérer la transition des essais de prototype à la production opérationnelle initiale. L'argent a servi à financer les essais en vol, la fabrication, la préparation et l'intégration du missile sur des avions opérationnels. L'étiquette de solution provisoire persistait, mais la réalité divergeait du plan.
Les délais d'acquisition en défense avancent rarement aussi vite que l'évaluation des menaces. Les taux de production demandés ont augmenté lentement. Le programme de suivi, vers lequel l'ARASUM était censé servir de pont, était encore à des années de pouvoir livrer quoi que ce soit. Chaque cycle budgétaire qui passait sans qu'un remplaçant n'arrive à maturité faisait de l'ARASIM de moins en moins une solution temporaire et de plus en plus une solution permanente. Le missile construit à la hâte par la marine semblait parti pour durer plus longtemps que quiconque ne l'avait promis au départ. Du prototype au front, l'ARASUM, construit par la marine pour ses besoins, a été d'abord déployé par l'armée de l'air américaine, qui a annoncé la capacité opérationnelle initiale de l'ARASIM sur le B-1B lancé en décembre 2018. Le bombardier avait été la principale plateforme d'essai du programme de vol, et sa soute à bombe avait déjà prouvé sa compatibilité. Les équipages de l'armée de l'air des bases de Dyes et d'Ellsworth pouvaient non désormais charger le missile pour des missions opérationnelles. La capacité du B-1B rendait cette association significative. Un seul appareil peut transporter jusqu'à 24 LARASIM dans ses 3 soutes à armements internes. Une sortie de bombardier pouvait lancer 2 douzaines de missiles anti-navires furtifs, chacun ciblant de façon autonome dans la zone de recherche. Un vol de 2 ou 3 B-1B représentait un volume de puissance de feu anti-navire que les États-Unis n'avaient pas pu générer depuis les airs depuis des décennies. La plateforme de la marine a suivi. Environ un an plus tard, en novembre 2019, la marine a déclaré la capacité opérationnelle initiale du LARASIM sur le FDX-8EF Super Hornet. L'intégration était en cours depuis des années avant cette étape clé. Des vols captifs et des essais de flottement et de charge en 2015 et 2016 ont confirmé que le missile pouvait être transporté en toute sécurité sur les pylônes externes du Super Hornet à des vitesses et altitudes opérationnelles. L'intégration plus souple et la certification de largage des armes ont suivi. Un Super Hornet transporte moins de LARASIMs qu'un B-1B et utilise généralement 2 missiles par mission. Mais la plateforme opère à partir de porte-avions, ce qui signifie qu'elle peut décoller depuis n'importe quelle zone de l'océan où le groupe de porte-avions se trouve. Une escadre de Super Hornets armée de RASIM a donné à la flotte une capacité anti-navire indépendante des bombardiers décollant de bases lointaines. Ensemble, ces 2 plateformes ont transformé les capacités navales américaines. Plus de 10 ans durant, le principal missile anti-navire aérien de la marine était l'ancien Harpoon. Limité à environ 70 milles nautiques et vulnérable face aux défenses modernes, le Harpoon laissait place au LARASIM, qui portait cette portée à plusieurs centaines de milles. Un porte-avions, un groupe aérien ou une escadrille de bombardiers pouvaient désormais attaquer des navires ennemis hors de portée de la plupart des défenses aériennes embarquées. Intégrée directement dans les concepts opérationnels, la marine développait la létalité distribuée. La répartition de la puissance de feu sur plus de plateformes et une zone plus vaste nécessitaient des armes à longue portée. L'ARASIM a concrétisé ce concept. Un Super Hornet décollant d'un porte-avions à des centaines de miles de la cible, ou un B-1B opérant depuis Guam ou l'Australie, pouvait menacer des navires de guerre ennemis sans s'approcher à des distances où leur propre plateforme risquait la destruction. Ce changement a également influencé la planification. De l'autre côté, un adversaire se défendant contre les menaces de l'ère Harpoon devait s'inquiéter de couloirs d'approche relativement courts. Se défendre contre l'ARASIM impliquait de gérer des missiles furtifs venant de multiples directions à plus longue distance, lancés par des plateformes hors de portée de riposte. Une absence notable marque le déploiement initial. La version lancée depuis la surface, tirée depuis le système de lancement vertical, Mark 41 des croiseurs et destroyers de la marine, a été démontrée plusieurs fois, entre 2013 et 2016. Les tests d'éjection assistée et de compatibilité avec le contrôle d'armes Tomahawk ont tous réussi. La première phase opérationnelle, centrée sur l'utilisation aéroportée, reléguait le lancement en surface à une technologie éprouvée sans date de déploiement, repoussée à une phase ultérieure constamment reportée. La décision reflétait les priorités budgétaires et la logique de la capacité urgente. Mettre le RASIM sur les B-1B et les Super Hornets répondait à la lacune la plus immédiate, avec le moins de risques d'intégration restant. Les navires de combat de surface restaient équipés de missiles Harpoon et d'autres armes pour l'autodéfense, l'attaque à distance et le rôle anti-navire, frappant les flottes ennemies avant toute menace. Ce rôle revenait à l'aviation. C'est donc là que l'ARASIM a été déployé en premier. Les premiers tests ont montré que l'ARASIM pouvait repérer et toucher un navire seul. Restait à voir si plusieurs missiles pouvaient agir ensemble. En décembre 2017, un B-1B a tiré 2 LARASIM lors d'un essai. Les missiles ont suivi leur trajectoire et atteint leur cible. C'était la première démonstration d'une paire coordonnée, mais un véritable combat exigerait davantage. Cette preuve à grande échelle est arrivée en avril 2024. 2 F-18F Super Hornet ont chacun largué 2 LARASIM, mettant ainsi 4 missiles en vol simultanément.
Les 4 ont navigué jusqu'à la zone cible et ont atteint leurs objectifs de test. L'important était le timing et la coordination dans des conditions proches de l'usage réel. Les tests antérieurs avaient en validé l'arme, tir par tir. Cet événement a montré que plusieurs missiles lancés depuis des avions différents pouvaient opérer dans le même espace de combat sans interférer les uns avec les autres. À ce moment, l'ARASIM avait aussi franchi un cap international en février 2020. Le département d'État américain avait approuvé la vente possible de jusqu'à 200 LARASIM à l'Australie. En juillet 2020, l'Australie a annoncé son intention d'intégrer le missile à ses propres FA-18F Super Hornet. La vente montrait que Washington jugeait l'ARASIM assez mûr pour un allié proche. Dans le Pacifique, où le programme était né, la production déclinait régulièrement début 2022. Environ 300 missiles étaient en sous-contrat avec Lockheed. Le coût unitaire s'est établi à environ 3,2 millions de dollars par unité. Des accords pluriannuels assurent des taux de production pour constituer un stock important. Le plan initial prévoyait que l'ARASOM serve de solution de transition. Il était censé tenir la ligne. Une arme de remplacement plus avancée était en développement, mais son lancement a été repoussé chaque année et n'a jamais abouti. L'ARASOM a donc supporté une charge croissante. Une arme qualifiée de solution temporaire devenait un élément permanent. La réponse du Pentagone a été d'améliorer ce qu'il possédait déjà. Le AGM-158C3, communément appelé l'ARASOM ER pour portée étendue, est entré en phase de test de développement avec une date de déploiement prévue aux alentours de 2026. La variante C3 porte la portée à 500 à plus de 600 milles nautiques et intègre une liaison de données bidirectionnelle permettant de rediriger le missile après lancement. Des améliorations de survivabilité sont incluses. Cette année, la marine oriente la nouvelle production vers le C3. Le missile a aussi été intégré à de nouvelles plateformes. En septembre 2024, un F-35C a effectué son premier vol d'emport captif avec un LARASIM inerte en mars 2024 et le F-35B a suivi avec son propre essai d'emport. Aucun des deux appareils n'a encore utilisé l'arme, et l'intégration reste à faire, mais ces vols annoncent un futur où le LARASIM sera dans l'ensemble de l'escadre aérienne embarquée. Les principaux chasseurs d'attaque de l'escadre augmentaient dans le nombre de plateformes pouvant l'employer. Début 2025, cette extension restait en suspens et aucune date publique n'était fixée pour l'intégration du F-35. La variante de lancement depuis la surface n'avait toujours pas fait l'objet d'une décision de déploiement opérationnel, et la mise à niveau C3 n'avait pas encore terminé son programme d'essai. L'ARASOM assumait simultanément de nouveaux rôles et attendait des décisions qui détermineraient l'ampleur réelle de ces rôles. Un tueur de navire qui a permis à l'ARASIM de restaurer la capacité des États-Unis. La capacité de localiser et détruire des navires ennemis à longue distance s'était détériorée pendant près de 20 ans, avant d'être retrouvée de façon inattendue. La DARPA a construit ce qui était censé être une solution provisoire, sur un calendrier que le système d'acquisition normal n'aurait jamais pu égaler. La furtivité et le ciblage autonome ont permis aux missiles de survivre dans un espace aérien défendu sans dépendre de liaisons vulnérables. Déployés sur le B-1B, les Super Hornet ont ensuite confié leur capacité à des opérateurs pour des tirs en salve. Les essais et les engagements à l'exportation auprès d'alliés ont prouvé qu'elles pouvaient aller au-delà de démonstrations à tir unique. L'arme évolue toujours. La variante C3 à portée étendue est en développement, avec essais et vols d'intégration sur le F-35 en cours. Et le Pentagone poursuit simultanément Halo et d'autres programmes de nouvelle génération destinés à lui succéder jusqu'à ce que ces programmes soient livrés. Le LARASM reste l'une des rares armes anti-navires à longue portée éprouvée que les États-Unis peuvent utiliser pour atteindre leurs cibles. La solution provisoire tient bon. Merci d'avoir regardé.